Le flux et le reflux par Agatha Christie. Partie 7 du livre audio, chapitre 13 de la seconde partie du roman. Il leur fallut à peine 5 minutes pour atteindre Furrow Bank. Le chemin montait en pente douce entre des massifs de rhododendrons plantés avec art. Gordon Claude n'avait reculé ni devant l'ampleur ni devant le coût des travaux pour faire de Furrow Bank un spectacle parfait. La femme de chambre qui vint leur ouvrir eut l'air éminemment surprise de les voir, et encore plus dubitative quant à leur chance d'être reçue. Madame n'était pas encore levée, leur signifia-t-elle. Toutefois, elle les fit entrer au salon et monta porter le message de Poirot. Poirot regarda autour de lui. Il comparait la pièce au salon de Francis Claude. Si intime, si révélateur de la maîtresse de maison. Le salon de Furrow Bank était totalement impersonnel. Il n'évoquait rien que la richesse tempérée par le bon goût, ce dernier étant la contribution de Gordon Claude. Le mobilier était beau et cossu, mais on n'y voyait rien qui soit le signe d'un choix, qui trahisse les goûts personnels de la propriétaire des lieux. Rosaline, apparemment, n'y avait jamais apposé sa marque. Elle avait vécu à Furrow Bank comme un voyageur réside au Ritz ou au Savoy. « Je me demande, songea Poirot, si l'autre… » Lynn interrompit le fil de ses pensées en lui demandant précisément à quoi il pensait et pourquoi il avait l'air si sombre. « On prétend souvent, mademoiselle, que la mort est le salaire du péché. Mais il semble arriver parfois que le luxe prenne la place du salaire en question. Est-ce plus supportable ? Je me le demande. Se retrouver coupé de ses racines ? En avoir peut-être, par moments, le souvenir poignant quand il n'y a pas de retour possible. Il s'interrompit. La femme de chambre revenait en courant. Elle avait abandonné ses airs supérieurs. Elle n'était plus qu'une femme d'un certain âge, terrifiée, et qui bredouillait des mots incohérents. « Oh, Miss Marchmont, oh, monsieur, ma maîtresse, là-haut, elle va très mal, elle ne parle pas, et je n'ai pas réussi à la réveiller, et elle a les mains toutes froides. » Poirot se détourna et sortit au pas de course, Lynn et la bonne sur ses talons. Il s'élança vers le premier étage. La domestique lui indiqua la porte ouverte en face de l'escalier. C'était une belle chambre spacieuse où, par les fenêtres grandes ouvertes, des flots de soleil se déversaient sur de magnifiques tapis aux teintes pâles. Rosaline était étendue dans son immense lit sculpté, et on eût dit qu'elle dormait. Sa tête était tout naturellement enfouie au creux de l'oreiller, et ses longs cils noirs ombraient les rondeurs de sa joue. Elle serrait dans sa main un mouchoir froissé en boule. On aurait juré d'une petite fille triste qui, à force de pleurer, avait fini par s'endormir. Poirot prit sa main pour chercher son pouls. Elle était glacée, et lui confirma ce qu'il avait deviné. « Elle est morte depuis un moment déjà, » annonça-t-il à Lynn d'une voix qui ne trahissait aucune émotion. « Elle est morte pendant son sommeil. »« Oh, monsieur ! Oh, qu'allons-nous faire ?» s'écria la femme de chambre qui éclata en sanglots. « Qui était son médecin ?»« Oncle Lionel, » répondit Lynn. « Allez téléphoner au docteur Claude, » ordonna Poirot à la femme de chambre. Elle s'en fut en hoquetant. Poirot fureta dans la pièce. Au chevet du lit, une petite boîte de carton blanc portait l'étiquette « Une dose au coucher ». À l'aide de son mouchoir, Poirot souleva le couvercle. Il restait 3 sachets. Il se dirigea vers la cheminée, puis vers le bureau. La chaise était tirée et le sous-main ouvert. Dedans, une feuille de papier où une main maladroite avait tracé quelques mots d'une écriture enfantine. « Je ne sais plus quoi faire. Ça ne peut plus durer. J'ai tellement mal agi. Il faut que je l'avoue à quelqu'un pour retrouver la paix. Je n'ai jamais eu l'intention d'être malhonnête. Je n'aurais jamais cru que ça irait aussi loin. Il faut que je mette par écrit. » La phrase s'arrêtait brusquement. Le stylo gisait où on l'avait jeté. Poirot, immobile, examinait la lettre. Lynn était restée près du lit et contemplait la morte.
La porte s'ouvrit violemment et David Hunter parut, hors d'haleine. Lynn sursauta. « David, ils vous ont enfin relâché. Je suis si contente. » D'un geste, il balaya ses paroles, comme il la balaya, elle, la repoussant avec rudesse pour se pencher sur la silhouette figée par la mort. « Rosaline !» Il lui toucha la main, puis tourna vers Lynn un visage embrasé de colère. « Alors, ça y est ? Vous avez fini par la tuer, hein ?» tonna-t-il en appuyant sur chacun de ses mots. « Vous avez enfin réussi à vous débarrasser d'elle ? Vous vous êtes d'abord débarrassé de moi, en m'envoyant au trou sur un témoignage forgé de toutes pièces. Et puis, vous vous êtes mis d'accord pour l'éliminer, elle. Est-ce que vous étiez tous dans le coup ? Ou bien c'est le travail d'un seul ? Je me fiche de savoir lequel. Vous l'avez tué. Vous vouliez ce satané fric. Eh bien, vous l'avez, maintenant. Sa mort vous a rempli les mains. Fini, la dèche. Vous ne tirerez plus le diable par la queue, bande d'assassins et de voleurs que vous êtes tous. Tant que j'étais près d'elle, vous ne pouviez pas la toucher. Ma sœur, je savais la protéger. Elle n'a jamais été fichue de le faire elle-même. Alors, dès qu'elle s'est retrouvée seule, vous avez sauté sur l'occasion. » Il se tut, chancela légèrement, puis d'une voix de basse, tremblante, il lança. « Assassin !»« Non, David !» s'écria Lynn. « Non. Vous vous trompez. Personne ne voulait la tuer. Nous n'aurions jamais fait une chose pareille. »« L'un d'entre vous l'a tuée, Lynn Marchmont. Et vous le savez aussi bien que moi. »« Je vous jure que non, David. Je vous jure que nous n'avons pas levé le petit doigt sur elle. » Son regard se fit moins féroce. « Ce n'est peut-être pas vous, Lynn. Mais... » « Non, David, je vous jure que non. » Poirot avança d'un pas et tout sauta. David se retourna vers lui. « Il me semble que vous dramatisez un peu, » déclara le détective. « Qu'est-ce qui vous fait croire que votre sœur a été assassinée ? Parce que, d'après vous, elle ne l'a pas été ? Et comment appelez-vous ça ?» Il désigna la forme étendue sur le lit. « C'est une mort naturelle, ça ? Rosaline avait les nerfs fragiles, d'accord, mais elle ne souffrait d'aucune faiblesse organique. Elle n'avait rien au cœur. »« Hier soir, avant d'aller se coucher, » dit Poirot, « elle s'est assise ici pour écrire. » David lui marcha quasiment sur les pieds pour aller se pencher sur la feuille de papier. « N'y touchez pas, » l'avertit Poirot. David retira sa main et lut la lettre debout, sans bouger. Soudain, il tourna la tête vers Poirot et le regarda d'un œil interrogateur. « Vous voulez dire qu'elle s'est suicidée ? Mais pourquoi Rosaline se serait-elle suicidée ?» Ce ne fut pas la voix de Poirot qui répondit à sa question, mais une bonne voix de Lostshire, celle du superintendant Spence qui se tenait sur le seuil. « Supposons que, dans la nuit de mardi dernier, Mrs. Claude ne se trouvait pas à Londres, mais à Wormsley Vale. Supposons qu'elle soit venue retrouver l'homme qui la faisait chanter. Et supposons enfin que, dans un accès de fureur, elle l'ait tué. » David se retourna d'une pièce, le regard mauvais. « Ma sœur était à Londres, mardi soir. Je l'ai trouvée à l'appartement en rentrant à 11h. »« Oui, monsieur Hunter, c'est votre version, » acquiesça Spence. « Et je me doute bien que vous n'en démordrez pas. Mais rien ne m'oblige à vous croire. De toute façon, n'est-il pas un peu tard pour tout ça ?» Il fit un geste en direction du lit. « Cette affaire n'ira plus devant les tribunaux, maintenant. » 14. « Il ne l'admettra pas, » conclut Spence. « Pourtant, je suis sûr qu'il sait que c'est elle. » Assis à son bureau au poste de police, il regardait Poirot, qui avait pris place en face de lui. « C'est tout de même drôle, l'obstination que nous avons toujours mise à vérifier son alibi à lui, et pas celui de sa sœur. Et pourtant, nous n'avons jamais eu aucune confirmation de sa présence à Londres ce soir-là. Nous n'avons eu sur ce point que la parole de Hunter. Depuis le début, nous savions que 2 personnes seulement avaient un mobile pour éliminer Arden. David Hunter et Rosaline Claude. J'étais obnubilé par lui, et je n'ai pas fait attention à elle. C'est vrai qu'elle paraissait tellement inoffensive.
Un peu demeuré, même, ce qui explique sans doute en partie la suite. C'est probablement pour ça que David Hunter l'avait expédiée à Londres. Il avait dû se rendre compte qu'elle pouvait perdre les pédales, et il savait sans doute aussi qu'en cas de panique, elle risquait de devenir dangereuse. Et puis, il y a un autre truc marrant. Je l'ai souvent vu, avec des vêtements orange. C'était sa couleur favorite. Des foulards orange, une robe à rayures orange, un béret orange. Et malgré ça, quand la vieille Mrs. Ledbetter a décrit une femme coiffée d'un foulard orange, je n'ai toujours pas fait le rapprochement avec Mrs. Gordon. Quoi qu'il en soit, je reste convaincu que cette fille avait un grain, qu'elle n'était pas entièrement responsable. Cette manière de hanter l'Église catholique, comme vous me l'avez si bien décrite, est-ce que ce n'est pas le signe d'un esprit affolé de remords et de sentiments de culpabilité ? Elle avait un sentiment de culpabilité, c'est vrai, admit Poirot. Elle a dû agresser Arden dans un accès de folie furieuse, déclara Spence, songeur. Ça m'étonnerait qu'il ait eu la moindre idée de ce qui allait lui tomber sur le rable. Pourquoi se serait-il méfié d'un petit bout de femme comme ça ? Il continua de ruminer ses pensées en silence. Puis, il y a tout de même une chose qui me turlupine. Qui a acheté Porter ? Vous dites que ce n'est pas Mrs. Jérémie ? Moi, je vous parie que c'est elle. Non, fit Poirot. Ce n'est pas Mrs. Jérémie. Elle me l'a assuré, et je la crois. J'ai été stupide dans cette histoire. J'aurais dû savoir de qui il s'agissait. Le major Porter me l'avait dit lui-même. Il vous l'avait dit ? Indirectement, bien sûr. Il ne s'en est pas rendu compte. Alors, qui était-ce ? Poirot inclina légèrement la tête de côté. Me permettez-vous de vous poser d'abord 2 questions ? Le superintendant eut l'air étonné. Autant de questions que vous voudrez, répondit-il néanmoins. Ces sachets de somnifères qui se trouvaient dans une boîte au chevet de Rosaline Claude, que contenaient-ils ? L'étonnement du superintendant s'accrut. Ça ? Oh, rien de bien méchant. Du bromure. Pour calmer ses nerfs. Elle en prenait une dose tous les soirs. Je les ai, bien entendu, fait analyser. Il n'avait rien d'anormal. Qui les lui a prescrits ? Le docteur Claude. Quand les lui a-t-il prescrits ? Oh, ça remonte à un petit bout de temps. Quel est le poison qui l'a tué ? Eh bien, nous n'avons pas encore reçu le rapport. Mais il n'y a pas, a priori, grand doute sur la question. Morphine. Et une dose de cheval. Vos hommes ont retrouvé de la morphine chez elle ? Une lueur de curiosité brillait dans le regard que Spence posa sur son interlocuteur. Non. Où voulez-vous en venir, monsieur Poirot ? Voici maintenant ma seconde question, éluda Poirot. David Hunter a téléphoné de Londres à Lynn Marchmont ce même mardi soir à 23h05. Vous avez vérifié les communications, m'avez-vous dit. C'était le seul coup de fil donné depuis l'appartement de Shepherd's Court. Mais y a-t-il eu des coups de fil pour le dit appartement ? Un, à 22h15, de Wormsley Vale. L'appel venait d'une cabine publique. Je vois, fit Poirot, avant de s'abîmer quelques instants dans le silence. Quelle est votre brillantissime idée, monsieur Poirot ? Quelqu'un a-t-il décroché ? Je veux dire, l'opératrice a-t-elle obtenu une réponse du numéro de Londres ? Je commence à comprendre, dit Spence lentement. Si on a répondu, c'est qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Or, ce n'était pas David Hunter, puisqu'il se trouvait dans le train. Donc, c'était forcément Rosaline Claude. Et si c'était Rosaline, elle ne pouvait pas être au cerf quelques minutes plus tard. Ce que vous avez en tête, monsieur Poirot, c'est que la femme au foulard orange n'était pas Rosaline Claude. Ce qui reviendrait à dire que ce n'est pas Rosaline Claude qui a tué Enoch Arden. Mais alors, pourquoi se serait-elle suicidée ? La réponse à cette question est fort simple, dit Poirot. Elle ne s'est pas suicidée.
Rosalind Claude a été assassinée. Quoi ? Elle a été assassinée sciemment et de sang-froid. Mais alors, qui a tué Arden ? Nous avons éliminé David. Ce n'est pas David. Et vous éliminez maintenant Rosaline ? Mais, crénom de nom, ils étaient les seuls à avoir l'ombre d'un mobile. Un mobile, oui. Et c'est cela qui nous a égarés. Si A a un mobile pour tuer C, et B un mobile pour tuer D, il semblerait absurde que A tue D et que B tue C, n'est-ce pas ? Pas si vite, grogna Spence. Pas si vite, monsieur Poirot. Je ne comprends rien à ce que vous me chantez avec vos A, vos B et vos C. C'est compliqué, reconnut bien volontiers Poirot. C'est très compliqué, parce que nous avons là, voyez-vous, deux crimes de nature différente. Ce qui revient à dire qu'il nous faut absolument deux assassins différents. Entrée du premier assassin et entrée du second assassin. Épargnez-moi Shakespeare, grommela Spence. Nous ne sommes pas dans une tragédie élisabéthaine. Tout ceci, ne vous en déplaise, est pourtant extrêmement shakespearien. Haine, jalousie, main guidée par la colère. Vous avez là toutes les émotions, toutes les passions dont Shakespeare aurait fait ses délices. Et aussi la chance saisie aux cheveux. Il est démarré dans les affaires humaines qui, prises à leur flux, conduisent au succès. Il s'est trouvé quelqu'un pour tenir compte de la leçon, superintendant. Savoir sauter sur l'occasion et la tourner à son profit. Voilà qui a été accompli avec un succès total, et sous votre nez, pour ainsi dire. Spence frotta le nez en question d'un geste agacé. Soyez clair, monsieur Poirot, supplia-t-il. Si cela vous est possible, dites simplement ce que vous avez en tête. Oui, je vais être clair. Très clair. Clair comme de l'eau de roche. Nous sommes à la tête, si je puis m'exprimer ainsi, de 3 morts, n'est-ce pas ? Vous êtes bien d'accord. 3 personnes sont mortes. Spence le dévisagea non sans méfiance. Loin de moi l'idée de prétendre le contraire. Mais vous n'allez pas essayer de me faire croire que l'une des 3 est encore en vie. Non, non, elles sont mortes. Tout ce qu'il y a de mortes. Mais comment sont-elles mortes ? Dans quelle catégorie, si j'ose dire, rangeriez-vous leur mort ? Ma foi, monsieur Poirot, pour ce qui est de ça, vous connaissez mon opinion. Un meurtre et 2 suicides. Mais d'après vous, le dernier suicide n'est pas un suicide. C'est un autre meurtre. D'après moi, dit Poirot, il y a eu un suicide, un accident et un meurtre. Un accident. Voulez-vous dire que Mrs. Claude s'est empoisonnée par accident ? Ou bien que le major Porter s'est tiré une balle dans la tête par accident ? Non, l'accident. C'était la mort de Charles Trenton, alias Enoch Arden. Un accident, explosa le superintendant. Un accident ? Vous prenez un meurtre d'une brutalité effroyable, un meurtre au cours duquel un homme est mort, le crâne défoncé par les coups, et vous en faites un accident. Peu troublé par la véhémence du superintendant, Poirot répondit avec calme. Quand je dis accident, j'entends par là qu'il n'y avait pas intention de donner la mort. Pas intention de donner la mort. Quand un malheureux a le crâne fracassé, vous sous-entendez alors que c'est un cinglé qui lui a sauté dessus ? À mon avis, ceci est très proche de la vérité, mais pas tout à fait au sens où vous l'entendez. Dans cette affaire, Mrs. Gordon était la seule toquée. Je lui ai plus d'une fois trouvé l'air bizarre. Bien sûr, Mrs. Lionel Claude, elle aussi, a une araignée au plafond, mais elle n'a jamais été violente. Quant à Mrs. Jérémie, en voilà une qui a la tête sur les épaules. À propos, vous avez bien dit que ce n'était pas elle qui avait soudoyé Porter. En effet,
Et je sais qui l'a fait. Comme je viens de vous le dire, c'est Porter lui-même qui m'a renseigné. Par une simple petite remarque. Ah, je me botterais volontiers les fesses, comme on dit vulgairement, pour ne pas y avoir fait attention sur le moment. Et ensuite, ABC, votre cinglé anonyme, est allé assassiner Rosaline Claude demanda Spence d'un ton qu'envahissait le scepticisme. Poirot secoua la tête avec vigueur. Pas du tout. C'est là que le premier assassin quitte la scène côté cour et qu'entre le second assassin côté jardin. Un meurtre d'un genre tout différent, celui-là. Ni colère, ni passion. Un meurtre froid et prémédité. Et j'ai bien l'intention, superintendant Spence, de faire en sorte que le coupable soit pendu. Tout en parlant, il s'était levé et se dirigeait vers la porte. « Hé, le héla Spence, donnez-moi des noms. Vous ne pouvez pas partir comme ça. » « Dans très peu de temps. »« Oui, très peu. Je vous les dirai. Mais j'attends encore quelque chose. Une lettre d'outre-mer, pour être précis. »« Cessez donc de parler comme un diseur de bonne aventure. Hé, Poirot !» Mais Poirot s'était déjà éclipsé. Il traversa la place et alla tout droit sonner chez le docteur Claude. Mrs. Claude vint ouvrir et fut secouée d'un spasme, comme chaque fois qu'elle découvrait Poirot sur le pas de sa porte. Il ne perdit pas de temps. « Madame, il faut que je vous parle. »« Oh, mais bien sûr, entrez donc. Ne faites pas attention, je n'ai pas eu le temps d'épousseter, mais j'ai une question à vous poser. Depuis quand votre mari est-il morphinomane ?» Tante Cathy fondit aussitôt en larmes. « Oh, mon Dieu, j'espérais tellement que personne ne le saurait jamais. Ça a commencé pendant la guerre. Il était exténué, recru de fatigue, et il souffrait de névralgie épouvantable. Depuis, il essaie de diminuer les doses. Dieu sait qu'il essaie. Mais c'est ce qui le rend tellement irritable, parfois. Et c'est une des raisons de ses besoins d'argent, n'est-ce pas ? Oui, sans doute. Oh, mon Dieu, monsieur Poirot, il a promis d'entreprendre une cure. Calmez-vous, madame, et répondez encore à une petite question. Le soir où vous avez téléphoné à Lynn Marchmont, vous êtes allé dans la cabine publique en face de la poste, n'est-ce pas ? Avez-vous vu quelqu'un sur la place à ce moment-là ? Oh non, monsieur Poirot, il n'y avait pas un chat. J'ai pourtant cru comprendre que vous aviez dû emprunter une pièce de 2 pence parce que vous n'aviez que des demi-pennies. Oui, bien sûr. J'ai demandé à une femme qui sortait de la cabine. Elle m'a donné une pièce de 2 pence en échange d'un seul demi-penny. À quoi ressemblait-elle, cette femme ? Elle faisait un peu théâtreuse, si vous voyez ce que je veux dire. Un foulard orange tortillé sur la tête. Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée quelque part. Son visage m'était familier. J'en viens parfois à me dire qu'il s'agissait d'une voyageuse de l'autre rive. Et pourtant, voyez-vous, je n'ai pas encore réussi à me rappeler où et comment je l'avais connue. « Merci, Mrs. Claude, » fit précipitamment Poirot. 15. Lynn sortit de la maison et scruta le ciel. Le soleil était bas, nulle trace de rougeoiement au couchant, mais une lueur presque surnaturelle. Un soir silencieux, comme un souffle suspendu. Cela annonçait la tempête, songea-t-elle. Eh bien, le moment était venu. Elle ne le repousserait pas plus longtemps. Il fallait qu'elle se rende à Long Willows et qu'elle parle à Rowley. Elle lui devait au moins ça, le lui dire en face, refuser la facilité d'écrire une lettre. Elle était décidée, tout à fait décidée, et pourtant elle éprouvait un curieux malaise. Elle regarda autour d'elle. « Il faut dire adieu à tout cela, » pensa-t-elle, « à mon univers, à ma façon de vivre. » Car elle ne se berçait pas d'illusions. S'en aller vivre avec David, c'était un coup de dé, une aventure qui avait autant de chances de mal que de bien tourner. Il l'avait lui-même prévenu. Le soir du meurtre, au téléphone. Et voilà qu'il y avait de cela quelques heures à peine, son discours avait subitement changé. « J'ai voulu sortir de votre vie, » lui avait-il confessé. « Mais j'étais fou de croire que je pourrais vous laisser derrière moi. »
Partons pour Londres et marions-nous tout de suite avec une dispense. Oh non, il n'est pas question que je vous laisse le temps de tergiverser. Vos racines sont ici. Elles vous retiennent. Eh bien, je vais vous déraciner. Et il avait ajouté « Nous l'annoncerons à Rowley quand vous serez déjà Mrs. David Hunter. Le pauvre vieux, je crois que c'est la meilleure façon. » Mais à cela, elle n'avait pas consenti, même si elle n'en avait rien dit. Non, elle devait l'annoncer elle-même à Rowley. Et c'était ce qu'elle allait faire maintenant. Lorsqu'elle frappa à la porte de Long Willows, la tempête commençait à se lever. Rowley eut l'air stupéfait de la voir. « Salut, mais pourquoi n'as-tu pas téléphoné que tu venais ? J'aurais pu être sorti. »« Il faut que je te parle, Rowley. » Il s'effaça pour la laisser entrer et la suivit dans la grande cuisine. Les restes de son dîner traînaient sur la table. « Je pense que je vais faire installer une cuisinière à gaz dans ce coin-là, dit-il. Plus commode pour toi. Et puis un nouvel évier, en aluminium. »« Ne fais plus de projets, Rowley, coupa-t-elle. »« Tu veux dire parce que cette pauvre gosse n'est pas encore enterrée ? C'est vrai que cela fait sans cœur. Mais elle m'a toujours fait l'effet de quelqu'un de si malheureux. Le choc, je suppose. Elle ne s'est jamais remise de ce satané bombardement. Enfin, c'est comme ça, de toute façon. Elle est morte. Et qu'elle soit dans sa tombe ou non, pour moi, la différence... Pour nous, je veux dire... Lynn prit son élan. « Non, Rowley, fit-elle. Il n'y a plus de « nous ». C'est ce que je suis venue te dire. » Il la dévisagea sans comprendre. Se détestant elle-même, mais calme et résolue, elle déclara « Je vais épouser David Hunter, Rowley. » Elle ne savait pas trop qu'attendre. Des protestations, peut-être une explosion de colère, mais certainement pas la réaction qui fut celle de Rowley. D'abord, il la regarda fixement. Puis, il alla tisonner le poêle et enfin se tourna vers elle d'un air presque absent. « Bon, parlons clair, veux-tu ? Tu vas épouser David Hunter ? Pourquoi ? Parce que je l'aime. C'est moi que tu aimes. Non, quand je suis partie, je t'aimais, c'est vrai. Mais c'était il y a 4 ans et j'ai changé. Tous les deux, nous avons changé. Tu te trompes, déclara-t-il, tranquille. Moi, je n'ai pas changé. Eh bien, peut-être qu'en effet, tu n'as pas beaucoup changé. Je n'ai pas changé du tout. Je n'en ai pas vraiment eu l'occasion. J'ai continué à trimer ici, sans lever le nez. Je n'ai pas sauté en parachute, moi, ni escaladé des falaises en pleine nuit, ni ceinturé un homme dans le noir pour l'égorger. Rowley. Je ne suis pas allé à la guerre. Je n'ai pas combattu. La guerre, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai mené une petite vie bien pépère à la ferme. Quel vénard, ce Rowley. Mais un mari comme moi, tu en aurais honte. Non, Rowley, oh non, ce n'est pas ça du tout. Et moi je te dis que si. Il s'approcha d'elle. Le sang lui montait au visage, les veines de ses tempes étaient gonflées. Et cette lueur au fond de ses yeux, elle l'avait déjà vue un jour qu'elle s'était trouvée en face d'un taureau dans un champ. La bête avait relevé le mufle, gratté le sol du sabot, puis, lentement, avait baissé sa tête aux cornes impressionnantes, écumant d'une fureur noire, d'une rage aveugle. « Tais-toi, Lynn. Pour une fois, c'est moi qui parle et toi qui vas m'écouter. J'ai raté le coche, vois-tu. J'ai raté l'occasion de me battre pour mon pays. J'ai vu partir mon meilleur ami, et il s'est fait tuer. J'ai vu ma fiancée, revêtir l'uniforme et s'en aller au loin. Moi, je n'ai plus été que l'homme qu'elle a laissé derrière elle. Ma vie est devenue un enfer. Tu comprends, Lynn ? Un enfer. Et puis, tu es rentrée. Et c'est devenu pire encore. Depuis la soirée chez tante Cathy, quand j'ai vu la façon dont tu regardais David à table.
Mais il ne t'aura jamais, tu m'entends? Si tu n'es pas à moi, personne d'autre ne t'aura. Pour qui me prends-tu? Rollet! Elle s'était levée. Elle reculait pas à pas. Elle était terrorisée. Cet homme n'était plus un homme. C'était une bête dangereuse. J'ai déjà tué 2 personnes, lança Rollet Claude. Tu crois peut-être que je flancherais à l'idée d'en tuer une 3e? Rollet! Il la dominait maintenant de toute sa taille. Il avait posé les mains autour de son cou. Je n'en peux plus, Lynn! L'étau se resserrait autour de son cou. La pièce se mit à tourner. L'obscurité tournoyante, l'asphyxie, tout devint noir. Et soudain, un tout sautement guindé, un peu artificiel. Rollet s'arrêta net, relâcha l'étau de ses mains, resta les bras ballants. Libérée, Lynn s'écroula comme une masse. Immobile dans l'encadrement de la porte, Poirot réitéra sa petite toux d'excuses. « J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai frappé, oui, j'ai frappé. Pourtant, mais personne n'a répondu. Vous étiez occupé, peut-être. » L'atmosphère était tendue, électrique. Rollet avait le regard fixe. On put croire un instant qu'il allait se jeter sur Poirot, mais il finit par se détourner, et c'est d'une voix sans timbre qu'il déclara: « Vous êtes arrivé juste à temps. » 16. Dans cette situation explosive, Poirot se fit délibérément terre à terre. « La bouilloire est sur le feu ?» demanda-t-il. La langue pâteuse, l'air égaré, presque abruti, Rollet ne put qu'articuler. « Oui, l'eau bout presque. »« Alors peut-être pourriez-vous nous préparer un café ou du thé, si c'est plus simple. » Rollet obtempéra, tel un automate. Hercule Poirot tira de sa poche un immense mouchoir propre. Il le trempa dans l'eau froide, l'essora et s'approcha de Lynn. « Tenez, mademoiselle, entourez votre cou avec ça, comme ça. Oui, j'ai une épingle de sûreté. Voilà, cela va tout de suite soulager la douleur. » Lynn le remercia d'un coassement rauque. La cuisine de Longwillows, Poirot qui s'affairait, toutes ces impressions avaient la qualité d'un cauchemar. Elle se sentait affreusement mal en point, et sa gorge la faisait terriblement souffrir. Elle se releva en chancelant, et Poirot, avec douceur, l'aida à s'installer dans un fauteuil. « Voilà, dit-il, et par-dessus son épaule. « Le café ?» demanda-t-il. « Il est prêt, » répondit Rollet. Il l'apporta sur la table. Poirot en versa une tasse qu'il offrit à Lynn. « Écoutez, » fit Rollet, « j'ai l'impression que vous n'avez rien compris. J'étais en train d'étrangler Lynn. »« Tss, tss » fit Poirot d'un air offensé, comme s'il déplorait, de la part de Rollet, un manquement à l'étiquette. « J'ai déjà 2 morts sur la conscience, » insista Rollet. « Elle aurait été la 3e, si vous n'étiez pas arrivé. »« Buvons notre café, et ne parlons pas de mort. Ce n'est pas agréable pour mademoiselle Lynn. »« Seigneur !» s'exclama Rollet en considérant Poirot avec ahurissement. Lynn avait du mal à avaler son café, mais il était chaud et fort. La douleur dans sa gorge diminua bientôt, et elle commença à sentir l'effet stimulant du breuvage. « Alors, ça va mieux, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. Elle acquiesça d'un signe de tête. « Eh bien, nous pouvons parler, maintenant, » conclut Poirot. « Enfin, je dis cela, mais c'est moi qui vais parler, en vérité. »« Que savez-vous vraiment ?» demanda Rollet, accablé. « Est-ce que vous savez que j'ai tué Charles Trenton ?»« Oui, » répondit Poirot, « je le sais depuis un moment déjà. » La porte s'ouvrit soudain. C'était David. « Lynn !» s'écria-t-il. « Vous ne m'aviez pas dit ?» Il se tut, abasourdi, promenant son regard de l'un à l'autre. « Qu'avez-vous à la gorge ?»« Une autre tasse, » ordonna Poirot.
Rollet en sortit une du vaisselier et la tendit à Poirot, qui la remplit et la tendit à son tour à David. Cette fois encore, Poirot dominait la situation. « Asseyez-vous, commanda-t-il à David. Nous allons tous nous asseoir et boire notre café. Vous trois, vous allez écouter Hercule Poirot vous faire une conférence sur le crime. » Il les regarda tour à tour, puis hocha la tête. « Je suis en plein cauchemar, pensa Lynn. Tout cela n'est pas vrai. » Cet absurde personnage aux grosses moustaches semblait les tenir sous sa coupe. Il restait là, bien sagement assis en rang d'oignons. Rollet, le tueur, elle, la victime, David, le garçon qui était fou d'elle, leur tasse de café à la main, à écouter le petit homme qui, par on ne sait quelle alchimie, les dominait tous les trois. « Pourquoi commet-on un crime ?» préluda Hercule Poirot en orateur consommé. « Voilà une vraie question. Quelle est l'impulsion indispensable ? Quelles sont les prédispositions nécessaires ? Tout le monde est-il capable de commettre un crime, n'importe quel crime ? Et que se passe-t-il ? C'est ce que je ne cesse de me demander depuis le début. Que se passe-t-il lorsque des gens qui ont vécu à l'abri de la vraie vie, de ces épreuves et des meurtrissures qu'elle vous inflige, sont brutalement privés de cet abri ? C'est à la famille Claude que je pense, voyez-vous ? Une seule personne porte ce nom ici. Je parlerai donc tout à fait librement. Cette question me fascine depuis le début. Voilà une famille entière à qui les circonstances ont toujours évité d'avoir à se prendre en charge. Bien que chacun ait mené sa barque comme il l'entendait, exercé un métier, aucun ne s'est jamais vraiment aventuré hors de cette ombre protectrice. Tous ignoraient la peur, tous vivaient en sécurité, une sécurité anormale et factice. Gordon Claude veillait sur eux. Ce que je veux vous faire bien comprendre, c'est qu'on ne sait jamais de quoi un homme est capable tant qu'il ne s'est pas trouvé au pied du mur. Pour la plupart des gens, les épreuves commencent tôt dans la vie. Très vite, l'homme est obligé de se débrouiller seul, d'affronter les risques et les difficultés, et de trouver sa manière à lui de les surmonter. Ce peut être la manière honnête, ou bien la malhonnête. Mais que ce soit l'une ou l'autre, un homme apprend de très bonne heure, d'habitude, de quelle étoffe il est fait. Les Claude, eux, n'ont eu l'occasion de prendre la mesure de leur faiblesse que le jour où ils se sont brutalement retrouvés sans protection et obligés d'affronter les difficultés sans y avoir été préparés. Une chose, une seule, se dressait entre eux et la sécurité retrouvée. C'était l'existence de Rosaline Claude. Je suis intimement convaincue que chacun des Claude a pensé à un moment donné « Et si Rosaline disparaissait ?» Lynn frissonna. Poirot fit une pause, le temps que ces paroles produisent tout leur effet. L'idée de mort, de sa mort, a traversé tous les esprits. De cela, je suis certain. Cette idée se développa-t-elle en idée de meurtre ? Et l'idée de meurtre, pour l'un des Claude, est-elle passée du stade abstrait à celui de la réalisation ? Sans changer de ton, il demanda à Rollet. « Vous, avez-vous songé à la tuer ?» ?»« Oui, répondit Rollet, le jour où elle est venue à la ferme. Il n'y avait personne. Nous étions rigoureusement seuls. Et j'ai pensé que ça ne me serait pas bien difficile de la tuer. Elle était pathétique. Et si mignonne, un peu comme les veaux que j'envoie à l'abattoir. On est touché par leur air pitoyable. Mais on les y expédie quand même. Ça m'étonnait même franchement qu'elle n'ait pas peur. Si elle avait su ce que j'avais en tête, elle aurait changé de couleur. Oui, c'est à ça que je pensais tout en prenant son briquet pour allumer sa cigarette. Et elle l'a oublié, j'imagine. C'est comme ça qu'il est tombé entre vos mains. Rollet confirma d'un hochement de tête. « Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas tué, fit-il, songeur. J'y ai pensé. J'aurais pu faire croire à un accident, n'importe quoi,
Ce meurtre ne vous ressemblait pas, trancha Poirot. Voilà pourquoi. L'homme que vous avez tué, vous l'avez tué dans un moment de fureur. Et vous ne vouliez pas vraiment le tuer, n'est-ce pas? Grand Dieu, non. Je l'ai frappé à la mâchoire. Il est tombé en arrière et s'est cogné la tête sur le marbre de la cheminée. Quand j'ai vu qu'il était mort, je n'ai même pas réussi à y croire. Il sursauta soudain en regardant Poirot. Mais comment est-ce que vous avez su tout ça? Je crois avoir assez précisément reconstitué vos faits et gestes. Vous me direz si je me trompe. D'abord, vous êtes allé au cerf et là, Béatrice Lippincott vous a rapporté la conversation qu'elle avait surprise. C'est cela? Là-dessus, ainsi que vous l'avez déclaré, vous vous êtes rendu chez votre oncle Jérémie Claude pour qu'il vous donne sur la situation son point de vue de juriste. Et là, il s'est passé quelque chose. Une chose qui vous a fait renoncer à le consulter. Et je crois savoir ce que c'était. Vous avez vu une photographie. Rollet hocha la tête. Oui, elle était posée sur le bureau. D'un seul coup, la ressemblance m'a sauté aux yeux. J'ai aussi compris pourquoi le visage de ce type m'avait paru si familier. J'ai réalisé que Jérémie et Francis avaient monté un coup avec un parent à elle pour soutirer de l'argent à Rosaline. Et alors, j'ai vu rouge. J'ai foncé à l'hôtel tête baissée. Je suis monté à la chambre 5 et j'ai accusé le type d'être un imposteur. Il a admis en riant. Il a dit que David allait venir lui remettre l'argent le soir même. Quand j'ai compris que je me faisais rouler par ma propre famille, mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'ai traité de saligo et je lui suis rentré dedans. Et puis, il est tombé, comme je vous l'ai dit. Le silence se fit. « Et après ?» demanda Poirot. « Il y a eu le briquet » répondit lentement Rollet. « Il a glissé de ma poche. Je l'avais gardé sur moi dans l'intention de le rendre à Rosaline quand je la rencontrerai. Il est tombé sur le corps et j'ai vu les initiales D.H. C'était celle de David. Depuis la soirée chez tante Cathy, je m'étais aperçu, enfin, bref. Ne nous appesantissons pas là-dessus. J'ai parfois l'impression de devenir fou. Je suis peut-être bel et bien un peu cinglé. Il y a eu le départ de Johnny, et puis la guerre. Je ne sais pas bien comment m'expliquer, mais il arrive parfois que la colère m'aveugle. Et maintenant, Lynn, et ce type, j'ai traîné le cadavre au milieu de la pièce, et je l'ai retourné sur le ventre. Et puis, j'ai empoigné les pincettes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai effacé les empreintes, nettoyé le marbre de la cheminée. Ensuite, j'ai réglé sa montre sur 9h10 et je l'ai cassée. J'ai pris sa carte de rationnement et ses papiers pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Et j'ai filé. Je me disais qu'avec la conversation surprise par Béatrice, le compte de David était bon. « Merci bien », grinça David. « Et après ?» intervint Poirot. « Vous êtes venu me voir, moi, pour me demander de vous trouver quelqu'un qui aurait connu Anderhay. Une jolie petite comédie que vous m'avez jouée là, hein? Pourtant, je me doutais bien que Jérémie Claude avait répété à sa famille les paroles de ce major Porter, et pendant 2 ans, toute la famille avait nourri le secret espoir que Anderhay refasse surface. C'est cela qui a inconsciemment influencé Mrs. Lionel Claude quand elle manipulait les lettres du Ouija, incident très révélateur. Alors, je me livre à mon petit tour de passe-passe. Je me flatte de vous impressionner, alors qu'en réalité, le dindon de la farce, c'est moi. Et puis, voilà qu'ensuite, chez le major Porter, ce dernier m'offre une cigarette, tandis qu'à vous, il vous dit « Vous, non, je sais. » Comment savait-il que vous ne fumiez pas? En principe, c'était la première fois qu'il vous rencontrait. Imbécile que je suis, j'aurais dû comprendre à ce moment-là que le major Porter et vous aviez déjà négocié un petit arrangement. Pas étonnant qu'il ait été si nerveux à l'enquête. Et moi, je suis là pour jouer les dupes, l'imbécile heureux qui emmène le major Porter identifier le corps. Mais je ne vais pas jouer éternellement les simples d'esprit. Plus question que vous continuez à me prendre pour l'idiot du village.
Il promena sur ses auditeurs un regard chargé de colère. « Et c'est alors, reprit-il, que le major Porter est revenu sur votre arrangement. Il s'inquiétait d'avoir à prêter serment dans un procès pour meurtre, d'autant que la force des charges retenues contre David dépendait en grande partie de l'identité du défunt. Donc, le major Porter se retire du marché. »« Il m'a écrit qu'il abandonnait, » dit Rowley pesamment. « La vieille baderne. Comme s'il ne voyait pas que nous étions allés trop loin pour arrêter. Je me suis rendu chez lui pour essayer de le ramener à la raison. C'était trop tard. Il avait dit qu'il préférerait se tuer plutôt que de violer son serment dans une affaire de meurtre. La porte d'entrée n'était pas fermée. Je suis monté et j'ai trouvé son cadavre. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai éprouvé. C'était comme si j'avais tué encore une fois. Si seulement il avait attendu. S'il m'avait laissé le temps de lui parler. »« Il avait laissé une lettre, non ?» demanda Poirot. « Vous l'avez prise ?»« Oui, j'étais dans le pétrin jusqu'au cou. Alors, un peu plus, un peu moins. La lettre était destinée au coroner. Porter disait simplement qu'il avait porté un faux témoignage à l'enquête, que le défunt n'était pas Robert Underhay. J'ai emporté la lettre et je l'ai détruite. » Rowley frappa du poing sur la table. « C'était comme un mauvais rêve, un horrible cauchemar. J'avais commencé et je ne pouvais plus arrêter. Je voulais l'argent pour avoir Lynn, et je voulais voir Hunter pendu. Et puis, je n'y ai rien compris. Les charges contre lui se sont écroulées. On a parlé d'une femme qui aurait été voir Arden plus tard dans la soirée. Je n'ai rien compris. Je continuais à ne pas comprendre. Quelle femme ? Comment une femme pouvait-elle être là, à parler avec Arden, puisqu'il était mort ? »« Il n'y avait pas de femme, » déclara Poirot. « Enfin, monsieur Poirot, coassa Lynn, cette vieille dame, elle l'a vue, elle l'a entendue. »« Fit Poirot. « Mais qu'a-t-elle vu ? Et qu'a-t-elle entendu ? Elle a vu quelqu'un vêtu d'un manteau de tweed et d'un pantalon, la tête enturbanée d'un foulard orange, le visage couvert de fond de teint et la bouche barbouillée de rouge à lèvres, tout cela dans la pénombre. Et qu'a-t-elle entendu ? Elle a vu la dévergondée retourner dans la chambre 5 et elle a entendu une voix d'homme crier de l'intérieur « Va-t'en, je t'ai assez vu !» Eh bien, c'est un homme qu'elle a vu et c'est un homme qu'elle a entendu. Mais votre idée était très ingénieuse, monsieur Hunter, ajouta Poirot en se tournant posément vers ce dernier. Que signifie ? Demanda David d'un ton sec. C'est à vous que je vais raconter une histoire maintenant. Ce soir-là, vous arrivez au cerf vers 21h. Vous ne venez pas pour tuer, mais pour payer. Or, que découvrez-vous ? Vous découvrez que l'homme qui vous faisait chanter gît sur le sol, mort, sauvagement assassiné. Vous réfléchissez vite, monsieur Hunter, et vous comprenez tout de suite que vous êtes en grand péril. Pour autant que vous le sachiez, personne ne vous a vu pénétrer à l'hôtel, et votre première idée est de déguerpir, d'attraper le train de 21h20 pour Londres et de soutenir mordicus que vous n'avez pas mis les pieds à Wormsley Vale. Votre seule chance d'attraper le train est de courir à travers champs. Ce faisant, vous tombez inopinément sur Miss Marchmont, et vous vous rendez compte, dans le même temps, que vous n'aurez pas votre train. Vous avez vu sa fumée s'élever dans la vallée. Vous ne le savez pas, mais elle aussi a vu la fumée. Seulement, elle n'a pas pris conscience que cela signifiait que vous ne pouviez pas attraper votre train. Et lorsque vous lui dites qu'il est 21h15, elle vous croit sur parole. Ensuite, pour la persuader que vous avez bien pris ce train, vous imaginez un procédé très ingénieux. À cause de Lynn, et c'est en fait toute une mise en scène que vous devez maintenant improviser pour éloigner de vous les soupçons. Vous retournez à Furrowbank, vous entrez tranquillement avec votre clé, vous prenez un foulard de votre sœur, un de ses tubes de rouge à lèvres, et vous vous appliquez un maquillage outrancier. Vous refaites un saut au cerf à l'heure idoine, vous vous montrez à la vieille dame installée dans le salon réservé aux pensionnaires,
et dont les lubies sont bien connues de tous. Puis vous gagnez la chambre 5, et lorsque vous l'entendez qui monte se coucher, vous sortez dans le couloir, puis vous rentrez prestement dans la chambre, et vous clamez haut et fort « Va-t'en, je t'ai assez vu !» Poirot fit une pause. « Très astucieux, ce numéro, commenta-t-il. « Est-ce que c'est vrai, David ?» s'écria Lynn. « Est-ce que c'est vrai ?» David arborait un large sourire. « Je ne me trouve pas mal en travesti. Seigneur, vous auriez dû voir l'expression de cette vieille gorgone. »« Mais comment pouviez-vous être là-bas à 10 heures et me téléphoner de Londres à 11 heures ?» demanda Lynn, perplexe. David Hunter s'inclina vers Poirot. « À Hercule Poirot l'honneur, l'homme qui sait tout. Alors, comment est-ce que je m'y suis pris ?»« C'est enfantin. Vous avez appelé votre sœur à Londres, depuis la cabine publique, et vous lui avez donné des instructions précises. À 23h04, très exactement, elle a demandé le 34 à Wormsley Vale. Lorsque Miss Marchmont a décroché, l'opératrice s'est assurée du numéro, et puis a sans doute dit quelque chose comme un appel de Londres, ou bien Londres, parler, n'est-ce pas ?» Lynn acquiesça d'un signe de tête. Rosaline a alors raccroché, tandis que vous… Poirot se tourna vers David. Vous, juste après, vous n'aviez plus qu'à composer le 34, l'obtenir, appuyer sur le bouton et dire d'une voix déguisée « Vous avez Londres en ligne » et puis parler. Ce genre d'anicroche n'étonne personne par les temps qui courent. Miss Marchmont penserait que la communication avait été coupée puis rétablie. Alors, c'est pour ça que vous m'avez appelé, David ? Dit Lynn avec un calme effrayant. La tonalité de sa voix, la qualité de ce calme, atteignirent David de plein fouet. Il se tourna vers Poirot et fit un geste de reddition. « Pas de doute, vous savez vraiment tout. Pour dire la vérité, j'avais une peur bleue. Il fallait que je trouve une solution. Après mon coup de fil à Lynn, j'ai fait 8 kilomètres à pied jusqu'à Dazzleby. Et, à l'aube, j'ai sauté dans le premier train pour Londres. Je me suis glissé dans l'appartement à temps pour défaire mon lit, et j'ai pris le petit déjeuner avec Rosaline. Il ne m'était pas venu à l'idée que la police pourrait penser que c'était elle qui avait fait le coup. Quant à savoir qui l'avait bel et bien descendu, je n'en avais évidemment pas la moindre idée. Je n'arrivais tout bonnement pas à imaginer qui aurait pu vouloir sa mort. Autant que je puisse en juger, personne, en dehors de Rosaline et moi, n'avait de mobile. « C'est en effet là, intervint Poirot, qu'a résidé la grande difficulté. Le mobile. Votre sœur et vous aviez un mobile pour tuer Arden. Et chacun des membres de la famille Claude avait un mobile pour tuer Rosaline. »« Alors, elle a bel et bien été assassinée ?» fit âprement David. « Ce n'était donc pas un suicide ?»« Non. C'était un meurtre prémédité et préparé avec soin. On a substitué de la morphine au bromure dans un de ces sachets de somnifères, un de ceux du fond de la boîte. »« Les somnifères ?» répéta David en fronçant les sourcils. « Vous ne pensez tout de même pas à Lionel Claude ?»« Oh non, répondit Poirot. Voyez-vous, n'importe lequel des Claude, en fait, pouvait avoir mis la morphine. Tante Cathy aurait pu toucher au sachet avant qu'il ne quitte le cabinet. Rollet montait à Furrobank, portait du beurre et des œufs à Rosaline. Mrs. Marchmont y est allée. Mrs. Jérémie Claude aussi, et même Lynn Marchmont. Et tous, sans exception, avaient un mobile. « Lynn n'avait pas de mobile !» s'écria David. « Nous avions tous un mobile !» intervint Lynn. « C'est bien ce que vous disiez. »« Oui, » répondit Poirot, « et c'est ce qui a rendu cette affaire si difficile. David Hunter et Rosaline Claude avaient un mobile pour tuer Arden, mais ils ne l'ont pas tué. Chacun des Claude avait une bonne raison de tuer Rosaline, et pourtant aucun d'entre eux ne l'a tuée. Cette affaire s'est toujours présentée de travers. »
Rosaline Claude a été tuée par la personne qui avait le plus à perdre si elle mourait. Il tourna légèrement la tête. Car c'est vous qui l'avez tuée, monsieur Hunter. Moi, bondit celui-ci. Pourquoi diable aurais-je tué ma sœur? Vous l'avez tuée parce qu'elle n'était pas votre sœur. Rosaline Claude est décédée sous les bombardements ennemis. Il y a bientôt 2 ans de cela. La femme que vous avez tuée était Eileen Corrigan, une jeune domestique irlandaise dont j'ai reçu d'Irlande aujourd'hui même la photographie. Tout en parlant, il l'avait tirée de sa poche. Vif comme l'éclair, David s'en empara et bondit vers la porte qu'il claqua derrière lui. Avec un rugissement de colère, Rowley se rua, tête baissée, à sa poursuite. Poirot et Lynn restèrent seuls. « Ce n'est pas vrai, » protestait Lynn. « Ça ne peut pas être vrai. » Et pourtant, si, c'est vrai. Vous avez, à un moment donné, entrevu la moitié de la vérité en soupçonnant que David n'était pas son frère. Prenez les choses par l'autre bout, et tout se met en place. Cette Rosaline-là était catholique, ce qui, par parenthèse, n'était pas le cas de la femme d'Underhay, torturée par les remords, irrémédiablement attachée à David. Imaginez ce qu'il a pu ressentir la nuit du bombardement. Sa sœur morte, Gordon Claude mourant, la belle vie qu'il voit lui échapper brusquement. Il aperçoit alors cette fille, commotionnée et encore inconsciente, à peu près du même âge que sa sœur, et seule survivante à l'exception de lui-même. Elle est sûrement déjà sa maîtresse, et il ne doute pas de pouvoir en faire son âme damnée. Il a d'ailleurs toujours su s'y prendre avec les femmes, ajouta Poirot, pince sans rire et en évitant de regarder Lynn qui s'empourprait. C'est un opportuniste. Quand passe la chance, il sait la saisir à bras-le-corps. Cette fille, il l'a identifiée comme étant sa sœur, et il a attendu à son chevet qu'elle reprenne conscience. Puis il lui a fait son numéro de charme et l'a convaincue d'entrer dans son jeu. Alors, imaginez leur consternation lorsqu'ils ont reçu la première lettre de chantage. Je n'ai cessé de me demander, Hunter est-il vraiment le genre d'homme à céder aussi facilement au chantage? Il semblait, en outre, ne pas savoir si le maître chanteur était ou non Underhay. Mais comment pouvait-il rester dans un tel doute? D'un seul coup d'œil, Rosaline Claude aurait pu lui dire si l'homme était oui ou non son mari. Alors pourquoi l'expédier à Londres sans qu'elle ait seulement la possibilité de l'entreapercevoir? Parce que, et il ne pouvait y avoir à cela d'autre raison, il fallait éviter à tout prix que cet homme l'aperçoive, elle. Si l'homme était, en effet, bel et bien Underhay, il ne fallait pas qu'il découvre que Rosaline Claude n'avait rien à voir avec Rosaline Claude. Non, il n'y avait qu'une seule et unique solution. Donner suffisamment d'argent au maître chanteur pour qu'il se taise et ensuite s'éclipser en douce, s'envoler pour l'Amérique. Mais là, patatras, voilà que le maître chanteur non identifié se fait inexplicablement assassiner et que le major Porter déclare reconnaître en lui son vieil ami Underhay. Jamais de sa vie David Hunter ne s'est trouvé dans un aussi mauvais pas. Par-dessus le marché, la fille commence à craquer. Sa conscience la tourmente sans répit. Elle montre des signes de dépression nerveuse. Tôt ou tard, elle ira tout avouer. Elle déballera toute l'histoire et lui fera courir le risque d'être accusée de meurtre. En outre, il ne supporte plus qu'elle s'accroche à lui. Elle l'ennuie. Il s'était pris de vous. Il décide donc de faire la part du feu. Eileen doit mourir. Il met de la morphine dans un des sachets de somnifères prescrits par le docteur Claude, insiste pour qu'elle en prenne bien tous les soirs, alimente ses craintes envers la famille Claude. Jamais on ne soupçonnera David Hunter, puisque la mort de sa sœur signifie que l'argent retourne chez les Claude. C'était là sa carte maîtresse. L'absence de mobile. Comme je vous l'ai dit, dans cette affaire, rien n'avait la forme classique. Tout allait de travers. La porte s'ouvrit et le superintendant Spence parut. « Eh bien, lança Poirot,
Tout est réglé, répondit Spence. Nous le tenons. Est-ce qu'il a dit quelque chose demanda Lynn d'une voix sourde. Il a dit qu'il en avait eu pour son argent. C'est drôle, ajouta le superintendant. Comme ils parlent toujours tous à contretemps. Nous l'avons, bien entendu, informé de ses droits, et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Laissez tomber, mon vieux. Je suis joueur, mais je sais quand j'ai perdu la partie. » Poirot murmura. « Il est des marées dans les affaires humaines qui, prises à leur flux, conduisent au succès. Le flux, oui, mais le reflux, ensuite, peut mener au naufrage. » 17. Allant répondre à des coups frappés à sa porte un dimanche matin, Rollet trouva Lynn sur le seuil. Il recula d'un pas. « Lynn ?»« Je peux entrer, Rollet. » Il s'effaça pour la laisser passer, et elle pénétra dans la cuisine. Elle revenait de l'église et portait un bibi sur la tête. Avec des gestes lents, comme si elle accomplissait un rituel, elle leva les mains, ôta son chapeau et le posa sur le rebord de la fenêtre. « Je suis revenue à la maison, Rollet. »« Que diable veux-tu dire ?»« Juste ça. Je suis revenue chez moi. C'est chez moi. Ici. Auprès de toi. J'ai été stupide de ne pas comprendre ça plus tôt. De ne pas admettre que le voyage était terminé. Est-ce que tu ne vois pas, Rollet, que je suis rentrée au port ? » « Tu ne sais pas ce que tu dis, Lynn. J'ai essayé de te tuer. »« Oh si, je sais. » Et elle porta la main à son cou en esquissant une grimace. « En réalité, c'est précisément quand j'ai cru que tu m'avais bel et bien achevé que j'ai commencé à découvrir quelle phénoménale idiote j'avais été. »« Je ne comprends pas, » se buta Rollet. « Oh, ne sois pas stupide. Est-ce que je n'ai pas toujours voulu t'épouser ? D'accord, je me suis un peu éloignée de toi. Tu me paraissais tellement bridée, tellement résignée. Je me disais qu'auprès de toi, la vie serait tellement plan-plan, qu'elle manquerait tellement d'imprévus. Je suis tombée amoureuse de David parce qu'il était dangereux, parce qu'il était la séduction même. Et, soyons honnêtes, parce qu'il en savait long sur l'art et la manière de manœuvrer les femmes. Mais rien de tout ça n'était réel. Tandis que, quand tu m'as empoignée par le cou en hurlant que, si je n'étais pas à toi, personne d'autre ne m'aurait, eh bien, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais ta femme. Malheureusement, il semblait bien que je l'avais compris juste un poil trop tard. Et puis, comme par miracle, Hercule Poirot est arrivé in extremis. Et je suis ta femme, Rollet. Il secoua la tête. C'est impossible, Lynn. J'ai tué 2 hommes. Je les ai assassinés. Foutaise, s'écria Lynn. Cesse de jouer les obstinés et de donner dans le mélodrame. Tu te bats avec un malabar, tu lui décoches un direct du droit et il se cogne le crâne contre un rebord de cheminée en tombant. Ce n'est pas un meurtre, ça. Pas même aux yeux de la loi. C'est un homicide involontaire. Ça peut vous mener en prison. D'accord. Auquel cas je m'installerai sur le trottoir d'en face pour attendre ta sortie. Et il y a Porter aussi. Je suis moralement responsable de sa mort. Non, absolument pas. C'était un adulte responsable de ses actes. Il pouvait repousser ta proposition. On ne peut quand même pas reprocher à autrui les décisions qu'on prend en connaissance de cause. Tu lui as fait une proposition malhonnête. Il l'a acceptée, et puis s'en est repenti et a choisi la porte de sortie la plus commode. C'était un faible, et voilà tout. Rollet secouait obstinément la tête. Non, ce n'est pas la peine, ma vieille. Tu ne peux pas épouser un taulard. Je serais étonnée que tu ailles en prison. Il y a longtemps que les flics seraient venus te chercher. Rollet ouvrit de grands yeux. Enfin, bon sang de bois, homicide involontaire, corruption de témoins. Qu'est-ce qui te fait croire que la police sait tout ça ? Ou qu'elle le saura jamais ? Mais ce Poirot, il le sait, lui. La police et lui, ça fait 2.
Je vais te dire, moi, ce que croit la police. Maintenant qu'il est prouvé que David Hunter était à Wormsley Vale ce soir-là, elle croit qu'il a tué Arden, tout comme il a tué Rosaline. Ils ne l'inculperont pas parce que ce n'est pas nécessaire. Et par-dessus le marché, je te signale que notre bonne vieille loi anglaise ne permet pas qu'on vous poursuive 2 fois sous le même chef d'accusation. Quoi qu'il en soit, tant que la police restera persuadée que c'est lui qui l'a fait, elle n'ira pas chercher plus loin. Mais ce Poirot, quand je t'ai... Il a dit au superintendant que c'était un accident. Et je crois bien que le superintendant lui a ri au nez. Et si tu veux mon avis, je te garantis que Poirot n'ira rien dire à personne. C'est un amour, cet homme. Non, Lynn, je ne peux pas te laisser risquer ça. Brutalité mise à part, comment veux-tu que je puisse honnêtement te promettre de ne pas... comment dire... de ne pas abuser de la situation. Auprès de moi, tu courrais un risque, comprends-tu? Peut-être bien. Mais tu vois, Rollet, je t'aime. Et tu as vécu un tel enfer. Et... oh, et puis, tu sais, l'idée de courir ce genre de risque ne me déplaît pas tant que ça. C'est la fin de ce roman. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, mettre un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.